Avant de procéder à la présentation, je vais remercier la mairie de Saint-Gervais pour son soutien financier à la MJC. La MJC de nous suivre dans cette aventure parce que vous l'avez vu, cette année c'est un numéro un peu spécial. Il fait 100 pages, c'est quand même un budget, un investissement conséquent pour la MJC. Je vous rassure, c'est exceptionnel, on reviendra à un numéro un petit peu plus léger les années précédentes, mais j'ai essayé d'oublier le moins de personnes en fait. Je remercie aussi la mairie des Contamines pour son soutien moral et toutes les familles de la vallée qui nous ont aidés à pouvoir défricher les archives, à rédiger les articles. Et voilà, il n'y aurait pas de revue en Coutère sans les familles du pays. Et ça, c'est important. Et puis remercier mes chroniqueurs qui ont quand même travaillé. Vraiment d'arrache-pied, et le timing est toujours un peu serré, mais on a réussi à être dans les temps. Donc voilà, vous savez que cette revue, c'est un équilibre, c'est assez fin comme équilibre, donc ça regroupe toutes les communes du Valmongeois, donc à savoir Saint-Gervais, les Contamines, donc on essaye un petit peu de répartir les articles et l'histoire de la vallée entre ces deux communes. On essaye toujours de parler un petit peu de Saint-Nicolas-de-Véros qui a été rattaché en 73 à Saint-Gervais mais qui reste une communauté importante. D'ailleurs, on manque de chroniqueurs hein, si jamais des Saint-Nicolatins veulent adhérer à l'association et à notre club. On essaye d'équilibrer entre une histoire un petit peu plus scientifique et plutôt une histoire récente basée sur l'oralité. J'essaye de maintenir la page patois, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on se base sur les travaux d'Hubert Bessa qui est décédé en 2012, donc il y a déjà un petit moment, mais qui nous a transmis ses archives, qui nous permettent de reprendre des articles qu'il avait écrits et d'illustrer donc cette page patois. Et il y a toujours un équilibre entre le noyau dur des chroniqueurs du club, et j'essaye de faire intervenir des gens de l'extérieur. Cette année, c'est l'écrivain des éditions Guérin, Dominique Potard, qui nous a proposé un article. Donc toujours, voilà, tradition, modernité, photos en noir et blanc, gravure, page patois, article d'histoire plutôt scientifique. Donc c'est un équilibre, voilà. Comme Gabi et Jean-Paul l'avaient déjà structuré à l'époque. Et donc voilà, j'ai repris un peu le concept. Donc pour la couverture, l'année dernière, on était parti sur une gravure de la collection Payot. Cette année, je voulais une photo en noir et blanc pour justement renouer avec cette tradition montagnarde de la photo, hein, à côté des sommets et des arêtes. Et puis, je voulais rendre hommage à la famille Simon, en fait. Voilà, on a pu, grâce aux descendants de la famille, réaliser un article de fond. Et donc, voilà, c'est peut-être pas le plus sage de la famille qui est en photo, c'est André Simon, guide des Contamines, qui a été professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme, moniteur de ski à l'ESF des Contamines, puis de Courchevel. Il a été moniteur de ski de certains présidents, notamment du président de la Confédération du Canada, et il a remplacé certains moniteurs pour faire skier Giscard d'Estaing. Donc c'était intéressant de rendre hommage au Simon. Pour l'édito, voilà l'édito, donc c'est la page numéro 1. Donc voilà, c'est un édito un petit peu conséquent, donc j'ai pas d'illustration particulière. Voilà, j'ai essayé de montrer qu'en fait, souvent, dans l'histoire de l'alpinisme, et notamment à Saint-Gervais, on est souvent dans l'ombre de Chamonix, de Megève, d'autres stations, et de grands alpinistes ont pu passer inaperçus. Et aussi parce que l'esprit du Valmongeois, c'est quand même un esprit de discrétion et de réalisation aussi bien en escalade qu'en ski, sans forcément faire du buzz dans les médias. Je vous donne juste un exemple. Il y a une première descente à ski qui a été réalisée dans une des phases de la Bionasset par un contaminard qui s'appelle Laurent Bibolet. Et un jour, en ouvrant le journal, il se rend compte que l'année d'après, des Chamonniards l'avaient fait et avaient dit que c'était une première. Donc il a dû aller contester le fait qu'il avait fait la première, mais lui en toute discrétion. Donc voilà l'esprit un petit peu du Valmongeois qui fait que certains alpinistes sont plutôt discrets et on ne parle pas. L'avant-propos, c'est une belle photo qui a été transmise par la famille Blanc, Éric et Pierre Blanc,
une photo de la fête des guides des années 50 qui me tenait à cœur. Et je trouvais que ça résumait bien cet esprit montagne de notre village. Et j'ai voulu faire un avant-propos justement pour expliquer ce concept. Ce ne sont pas des gens qui ont été oubliés par l'histoire. Alors voilà, certains un petit peu, certains sont restés discrets, mais c'est surtout des gens dont nous n'avons pas évoqué le parcours dans la revue. Le premier article, c'est un article humoristique qui nous est proposé par Dominique Potard. Dominique Potard, j'avais travaillé avec lui pour le livre sur l'historique de la Compagnie des Guides en 2014. C'est un joyeux guide, un bon vivant. Et donc, voilà, il rédige beaucoup de nouvelles humoristiques sur la montagne. Et il nous a proposé ce qu'il appelait pièces montées. C'est les découvreurs du Mont Blanc à découvert. Donc, c'est une altercation entre Saussure et Bourritte, basée sur leur carnet, en fait. Mais c'est une version littéraire où il les a imaginés dans une auberge, en train de se chamailler sur une ascension qu'ils ont fait ensemble et qui s'est réellement passée, en fait. Donc il est parti de faits historiques qui sont tout à fait avérés et il a créé un dialogue humoristique entre les deux personnages. Donc c'est un petit peu l'article littéraire humoristique de la revue et on commence par lui. Le second article, j'ai voulu quand même faire une première partie un petit peu historique. Donc c'est un article, on parle souvent du docteur Hamel pour la catastrophe qui a conduit à la fondation de la Compagnie des Guides de Chamonix en 1820. Pour moi, il était important de montrer qu'il avait passé du temps à Saint-Gervais avant d'aller à Chamonix et qu'il avait travaillé avec les guides de Saint-Gervais avant ceux de Chamonix et que l'itinéraire du goûter l'inspirait plus que l'itinéraire des Grands Mulets. Donc son accident en 1820 lors de l'ascension du Mont Blanc depuis les Grands Mulets a un peu masqué sa phase de préparation où il est venu à Saint-Gervais. Donc là, j'ai un peu parlé de ce personnage qui travaille pour le tsar de Russie, mais qui est un Russe d'origine allemande et qui a embauché 2 guides de Saint-Gervais de la Villette, un Jacquet de la Villette et un Pérou de Bionasset. Et d'après ces récits, il raconte qu'ils ont été au Mont Blanc, déjà en 1820. Mais on n'a pas de preuves et c'est une potentielle victoire des guides de Saint-Gervais, la découverte de l'itinéraire de Saint-Gervais en 1820, qui a été relayée par Henri Beau, mais on n'a pas de preuves flagrantes, donc c'est une hypothèse. Donc voilà, c'est assez court, j'ai voulu présenter un petit peu ce personnage. Joseph-Auguste Octenier, donc le troisième article, lui pour le coup c'est vraiment un personnage qui a été oublié de l'histoire. Alors c'est un peu la même ambiance que ses prédécesseurs. D'après les récits des Anglais Hudson et Kennedy, d'après une lettre de correspondance, il aurait réalisé l'ascension du Mont Blanc avant eux, donc dans les années 1853, 1854, on ne sait pas très bien. Il serait le premier à avoir ouvert la voie royale depuis Saint-Gervais, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. Voilà. Simplement des récits de correspondance où les Anglais discutent entre eux et ils racontent qu'un certain Octenier a été au Mont Blanc tant de fois avant leur ascension, etc. Donc il y a de fortes chances qu'il ait réussi, mais voilà, c'est pas confirmé. Et on s'est rendu compte en 2014, lors des 150 ans de la Compagnie des Guides, que c'était un des fondateurs, un des piliers fondateurs, parmi tant d'autres, de la Compagnie des Guides. Donc il est important pour nous de lui rendre hommage dans cet article. Donc là, on a un article 100% politique qui va beaucoup plaire au maire de Saint-Gervais. Donc on a travaillé avec Gaby Grandjacques, c'est un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. C'était sur les délimitations du Mont Blanc, donc sur à qui appartient le Mont Blanc. Voilà. Donc on a essayé d'aborder le sujet de manière assez neutre, très historique. Et donc grâce aux archives de la Compagnie des Guides, grâce déjà aux recherches que Gaby avait faites au cours des années, on a retracé un petit peu l'épopée de la frontière au sommet du Mont Blanc. Donc depuis 1799, donc l'époque du Directoire, jusqu'à l'arrêté préfectoral de 1946, voilà, qui confirme que le sommet du Mont Blanc se trouve sur la commune de Saint-Gervais,
jusqu'à aujourd'hui, un petit peu l'ironie de l'histoire où la France et l'Italie se disputent certaines parcelles et Saint-Gervais et Courmayeur, voilà, on a les différentes interprétations. Donc voilà, Jean-Marc, ça peut être intéressant pour les réunions à Chamonix. Et avec l'Italie. Voilà, avec l'Italie. À Nice. Donc en seconde partie, on a des biographies de guides, de personnages. Voilà, la transition pour moi, ça a été la fondation de la Compagnie des Guides en 1864. Et donc avant, voilà, c'était les pionniers, les aventuriers. Là, on parle vraiment des guides de la compagnie. Ça fait déjà un petit moment que Gaby travaillait sur Numa Alantaz. Donc si vous faites de la généalogie, vous devez le connaître parce que tous vos ancêtres ont été pris en photo par lui. C'était le photographe de Saint-Gervais qui est connu pour ses plaques de verre, ses cartons photos, et donc c'était le photographe de Saint-Gervais. On savait qu'il était guide, on savait qu'il était hôtelier, mais on avait peu d'informations sur ses autres métiers. Et donc là, c'est un article qu'on a mené à deux mains avec Gaby et Martin Tullier du musée de Haute-Tour, qui nous a trouvé certaines archives. Et on a pu, voilà, c'était beaucoup de boulot quand même, on a fouillé dans les archives, et on a pu retracer un peu sa vie, donc à quel moment il a été guide, avec qui il a grimpé, les différentes ascensions. Surtout ce qui était intéressant, c'est de savoir comment il avait pu gérer l'hôtel le Mont-Joli Palace à l'entrée de Saint-Gervais, alors qu'on savait que c'était la famille Rosset, donc par des mariages, voilà. Et il a eu une vie chargé et il a fini seul à l'hospice de Chambéry, probablement malade, donc c'est un destin particulier. Et on est content d'avoir un peu résolu l'affaire. Ouais. C'était un peu une enquête qui traînait depuis quelques années et là on a trouvé le coupable. Donc un article de Gaby Grandjacques, voilà, le spécialiste de la République libre et indépendante de Bionasset. Depuis tant d'années, les rouges, voilà. Alors pour la graphie, on a gardé la graphie, c'est Gaby qui aime bien écrire Bionasset, qui est la graphie plutôt utilisée au 19e siècle. Et René nous avait précisé la date de changement où on écrivait Bionasset AY. Je ne me souviens plus, René. Dans les années 1910, par là. Voilà. D'après les recensements. Voilà, d'après les recensements. Donc le Grand Pérou de Bionasset, c'est un personnage important qui a été syndic, voilà, qui a eu pas mal de responsabilités, grand défenseur de la libre pensée de Bionasset, de l'instruction, de la laïcité, un personnage qui détestait les religieux et qui était à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, et donc voilà, qui a bataillé dur pour l'éducation à Saint-Gervais et à Bionasset entre le parti clérical et le parti anticlérical. Il a été guide de haute montagne et aussi syndic. Il a une vision assez moderne de Bionasset, notamment pour les travaux agricoles. Donc c'est un article assez long où Gaby raconte un petit peu les différentes facettes de ce personnage. Et pour le coup, on n'a pas totalement résolu l'enquête parce que son côté guide et alpiniste, c'est le côté qu'on connaît le moins. Donc je pense qu'à l'avenir, on va trouver de nouvelles choses sur sa vie. On espère en tout cas. On a toujours son piolet que vous pouvez admirer au musée de Haute-Tour. Alors, on est toujours dans les guides avec des grandes barbes et des grandes moustaches. Donc un article sur Alphonse Estivin. Un petit peu comme Octenier, c'est un guide qui a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire et pourtant c'est un guide qui a été référent avant la Première Guerre mondiale à la Compagnie des Guides de Saint-Gervais, et notamment il a fait beaucoup de premières avec une grande clientèle aristocratique d'avocats parisiens, et c'est lui qui représentait la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. À l'époque, l'École nationale de ski et d'alpinisme n'existait pas. C'était les compagnies qui faisaient passer les diplômes, et donc lui, c'était l'adjoint de Saint-Gervais pour représenter la compagnie à l'examen du diplôme de guide de haute montagne, dans la version qui avait été faite en 1893, donc le nouveau diplôme de l'époque.
Donc il y avait un guide adjoint de Saint-Gervais, un guide adjoint de Chamonix, c'était lui le représentant. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on a pu, d'après les archives, trouver de nouvelles informations. Et la presse de l'époque nous dit qu'il a ouvert une nouvelle voie à l'aiguille de Bionasset, sans préciser vraiment l'itinéraire. Donc on sait que ce n'est pas la face nord, qui soi-disant a été ouverte par les guides de Chamonix, mais c'est assez trouble cette affaire aussi. C'est pas non plus la voie normale, qui a été réalisée par des guides suisses et puis plus tard par des guides de Courmayeur. On pense que c'est l'arête, l'intégrale qui vient du col du Tricot en fait. Mais voilà, on n'a pas de preuves précises, mais d'après les descriptions, ça correspondrait. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre arête, donc, donc ça devrait être ça. Donc à découvrir, voilà, de nouvelles informations, et on a de nouvelles informations aussi sur sa clientèle. Là, vous pouvez voir dans l'encart les différentes ouvertures, notamment des ouvertures sur la commune des Contamines, les têtes de Bellaval, toute l'arrêt des Lanchettes, le dôme des Glaciers, donc l'Alex Blanche, voilà, différentes voies au fond du Val-Montjoie. Alors on part aux Contamines. Et donc c'est Roland Bouvard qui nous propose un article sur son grand-père, c'est ça, sur son grand-père François Bouvard, François Gédéon Bouvard exactement, qui était surnommé Niquet. C'est son arrière-grand-père. Merci Nicole. Son arrière-grand-père. Donc un guide qui a travaillé exclusivement aux Contamines et beaucoup à trait la tête, mais qui a un premier, avec Firmin Jacquemoux, c'est un des premiers vrais guides des Contamines qui est sorti de la moyenne montagne pour vraiment aller tutoyer les cimes. Et c'est un personnage avec beaucoup d'humour, assez blagueur. Donc Roland raconte d'après les souvenirs de sa famille et les archives de sa famille le parcours de son arrière-grand-père. Alors c'est assez croustillant. Donc là on a un petit peu un article de fond. J'ai appelé ça la saga des Simons. C'est une famille originaire c'est une famille des Contamines, qui n'est pas originaire des Contamines, mais qui est implantée depuis très longtemps maintenant aux Contamines. Et donc, on a pu, d'après les archives, découvrir que leurs ancêtres venaient du Mont Saxonnais. Alors, on est remonté qu'en 1791. Donc, c'est une famille qui est née au pied du Bargy. Et après différents mariages, elle s'est installée au début du siècle aux Contamines-Montjoie. Et donc, elle a donné beaucoup de guides, une grande famille de moniteurs de guides. Robert, André, Gabi. Et donc j'ai voulu présenter l'article, non pas en faisant une différente biographie de chaque personne, mais j'ai voulu un peu mixer les différentes activités. Voilà, parler donc de leur naissance aux Contamines dans un milieu agro-pastoral assez rude. Ils ont fait les foins, ils ont amené les vaches sur le plat de la Rôle. Voilà. Comme à l'époque, l'achat de la première paire de crampons n'était pas forcément évident pour des paysans. Alors, ils allaient s'entraîner sur le glacier d'Armancet. Et des gens doués qui ont réussi les tests de moniteurs de ski et de guide très rapidement et avec brio. Il y en a d'ailleurs, Robert est sorti major. Et donc j'ai brossé le portrait de ces guides au travers de leurs activités. Donc l'activité de moniteur de ski. André a été en équipe de France. Ils ont fait du ski en compétition. Ensuite, le métier de guide. Les frères Simon étaient à l'origine de la fondation du premier bureau des Contamines, puis qui ne fonctionnait pas. Ils ont été à l'origine du rattachement avec la compagnie des guides de Saint-Gervais. Donc c'est des gens assez visionnaires aussi dans la réalisation et la conception du métier. Donc c'était important de rendre hommage à ces gens. Ouais, c'était quand même une belle aventure humaine. Et je tiens à remercier Perrine Simon et Babette Nicou, qui sont donc les filles de Robert et de Gabi, de m'avoir aidé à réaliser l'article. Et on a pu compter aussi sur des belles photos de la collection de Philippe Giette et des différentes familles. Donc voilà, c'est un article qui
qui m'a touché, et je suis content d'avoir pu rendre hommage à cette famille. Donc ils ont eu des parcours de vie assez difficiles aussi. Babette Simon, elle a perdu son papa, elle avait 7 ans. Donc il y a quand même une aventure humaine dans cet article, ou 6 ans peut-être. Donc c'est une aventure humaine voilà, qui me tenait à cœur. Donc Perrine, désolé, hein, voilà, je vais utiliser ta photo où tu n'es pas très grande, mais je trouve que ça, à chaque fois que son père allait à la fête des guides, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, il y avait toujours une photo un peu traditionnelle de Perrine avec Gabi. Et donc voilà, on en a retrouvé une, alors je l'ai utilisée pour illustrer l'article. Et donc j'ai aussi travaillé avec les archives de la Légion d'honneur à Paris, qui combinent aussi les archives de l'Ordre national du mérite. Et donc Gabi et Dédé ainsi que d'autres guides ont été médaillés, je crois que c'est en 83, ont reçu l'Ordre national du mérite. Et donc ils m'ont écrit pour savoir, je leur avais demandé pourquoi. Donc Gabi a fait une grande carrière à l'École nationale de ski et d'alpinisme comme professeur. Donc il a été remercié pour ses services rendus à l'État français, la fonction publique. Et Gabi, il a œuvré beaucoup dans les sociétés de secours. Et donc il a été remercié aussi pour ça. Voilà. Maurice Lenoir, donc un personnage incontournable, c'est Michel Jacquet. Merci Michel pour cet article. C'est pas toujours évident de travailler des fois sur l'histoire récente, parce qu'il faut rencontrer les gens, c'est difficile d'avoir les informations. Parfois c'est plus facile de travailler sur les archives papier. Et Michel a beaucoup travaillé, merci Michel. Et donc un bel article sur Maurice, c'est un petit peu le pouli d'or de l'alpinisme. Maurice, il a fait des grandes ascensions en Himalaya, mais voilà, il n'a pas pu aller au sommet du Janu avec les expéditions nationales. Donc il est originaire de la région de Marseille, et puis avec la guerre, avec sa passion pour la montagne, il vient s'installer dans la région de Saint-Gervais. Et il va devenir un grimpeur hors pair. Il va grimper avec les plus grands alpinistes de son époque, et il va être sélectionné dans les expéditions nationales, notamment quand la France décide de partir à la conquête de l'Himalaya. Et donc on a pu utiliser un super fonds d'archives photos que sa famille a légué, Patrimoine. voilà, qui est stocké dans les archives du musée de Haute-Tour. Et donc il y a des très belles photos. Et Maurice, pour les plus jeunes, il est surtout connu pour avoir été président de la compagnie des guides de Saint-Gervais, aussi kiné à Saint-Gervais. Voilà. Donc grimper jeunesse, alors c'est pas sur la jeunesse d'aujourd'hui, c'est sur la jeunesse des années 50. Voilà, c'est un article un peu léger. C'est des petits carnets de vie sur différents alpinistes qui ont passé leur diplôme de guide après la Seconde Guerre mondiale. Donc Gilbert Blanc, Michel Mollard, Ness, Molo, voilà. Bonzette peut-être aussi, non ? Michel Boson, donc différentes tranches de vie. Donc voilà, Polo Révillot. Donc c'est assez petit, mais ça permet de sortir un peu de ce côté biographique. Et puis on a évoqué différents personnages qui ont grimpé ensemble et voilà, qui ont donné un nouveau dynamisme à la sortie de la seconde, dans les années 50, à la compagnie des guides de Saint-Gervais, notamment Paul Révillot, il a été professeur à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Michel Boson, il a été président de la compagnie des guides pendant plus de 15 ans. Chacun a porté un petit peu sa pierre à l'alpinisme. Pierre Blanc, voilà, il a fait de nombreuses ascensions dans les aiguilles de Chamonix. Il a ouvert des voies dans la face nord de l'aiguille de... Gilbert Blanc, oui, pardon. Dans la face nord de l'aiguille de Tricot. Donc il y a des parcours de vie intéressants. Un article sur Michel Berruex. Donc c'est Gabi. Vous êtes voisins, hein, presque. Et cousins. Par alliance. Donc voilà, c'est un petit peu aussi un article de fond, comme l'article sur la famille Simon. Michel Berruex, c'est un personnage important dans le Valmontjoie, par les empreintes, l'esprit qu'il a laissé. Hein. Aujourd'hui, on le voit encore dans les magazines d'alpinisme.
voilà, certaines réalisations qu'il a fait, mais surtout un peu cet esprit d'aventurier, de découverte du ski de montagne, d'escalade dans les préalpes calcaires. Donc je ne vais pas pouvoir vous résumer l'article, tant la vie de Michel a été riche, et surtout sa vie montagnarde. Et donc Gaby évoque voilà, les ascensions dans les préalpes calcaires, avec Son carnet de course. voilà, son carnet de course, avec Jean-Marc Carrière, avec Eric son frère, de nombreuses ascensions. C'est lui qui est un petit peu le promoteur en France des grands raids à ski comme on les conçoit aujourd'hui, avec les premiers topos. Et donc c'est quand même... Aujourd'hui ça nous paraît classique, mais voilà, cette période c'était quelque chose d'assez novateur. Et puis ensuite, Michel, c'est quand même le guide qui a permis de grandes expéditions sans forcément tout le temps aller au sommet, voire pas tout le temps, mais d'emmener les alpinismes et de pouvoir cimenter et créer l'émulation pour pouvoir réaliser les sommets. Donc voilà, ça prendrait trop de temps de parler des différentes ascensions, mais voilà, ça me tenait à cœur. La famille Berruec, c'est des voisins de la famille Peloux, donc c'était un bel hommage à leur rendre. Et puis mon père m'a toujours raconté que quand il était plus jeune, Michel c'était une référence et il lui avait donné un sac de montagne et il donnait des conseils aux jeunes alpinistes de la vallée. Et je trouve que c'est un peu l'esprit du Valmontjoie, cet esprit de transmission entre les différentes générations. Donc un article assez costaud de Gaby, mais très complet. Donc voilà, un exemple, c'est un magazine, c'est Alpirando, ou Montagne Magazine 2018. Voilà, j'aime beaucoup la photo d'ailleurs. Et on parle... Michel Berruec, c'est un maître du raid à ski, donc voilà, il a quand même apporté quelque chose au sport, mais aussi à la profession, parce qu'aujourd'hui, le métier de guide se passe de plus en plus l'hiver, et notamment avec les raids à ski, avec le ski de randonnée. Et Michel était un précurseur de cette discipline. Et donc, voilà, Bertrand Dubois, on voulait... Au début, Michel pensait faire un article commun avec ces marins qui sont devenus des montagnards, ou que ces marins qui ont toujours été des montagnards. Et donc, parler de Bertrand et de Maurice ensemble. Et puis, lors de la conception des articles, voilà, on a décidé de faire 2 articles différents. Pour l'équipe d'Ancouter, c'était vraiment important de rendre hommage à la famille Dubois, et notamment à travers Bertrand. Les Dubois, ils viennent de Saint-Lunaire en Bretagne, et à l'origine, c'est une famille de marins. Et voilà, eux aussi, leur passion de la montagne va les conduire à Saint-Gervais, Bertrand et Loïc. Et donc Bertrand va devenir guide à la compagnie et va faire de nombreuses réalisations. Son neveu, Mickaël, qui est un ami d'enfance, voilà, est toujours guide à la compagnie des guides. Et donc Michel raconte un petit peu cette tranche de vie avec les aventures en bateau avec le Basile, avec les soirées au Golais, le début des Dubois à Saint-Gervais où ils vont travailler dans le magasin de la famille Niemi, et puis pour payer leur matériel, ils font des heures sup. Donc voilà, tout est condensé dans un article assez complet. Et puis je voudrais remercier Annie qui répond présent pour nous aider pour les photos. Voilà, et voilà, alors là on change un petit peu de partie. On est sur une partie, on va revenir plus sur les clubs alpins. Voilà, on sort un petit peu du milieu des guides. Récit d'avalanche d'antan, malheureusement, comme vous le savez, ces accidents font partie de la vie des montagnards. Et c'est Irène Bourgeois de Saint-Nicolas-de-Véros qui, au fil des archives, a retrouvé différentes avalanches du XVIIIe, du XIXe siècle. Donc pour moi, c'était important de trancher un petit peu avec l'histoire récente, de montrer aussi ces facettes de la montagne, parce que là, on a congratulé tous les guides, c'était tous des grands guides, etc. Mais qu'il y a aussi ce côté un peu danger, prise de risque, et montrer au fil des siècles voilà, différentes avalanches qui nous permettent d'avoir un petit fond d'archives aussi pour d'autres recherches. Et puis voilà, Irène représente un petit peu la branche de Saint-Nicolas-de-Véros au sein du club, donc c'était important pour moi de lui laisser la parole. Voilà.
Nicole de Margne, c'était une catastrophe, Nicole de Margne. Donc Nicole, elle a voulu aborder, voilà, c'est pas très éloigné de l'avalanche, mais elle a voulu parler donc du monument de monuments, donc du monument qui se trouve sur le col du Joly et qui commémore donc une avalanche en 1914 sur le domaine skiable des Contamines, qui n'existait peut-être pas à l'époque. Et on avait déjà parlé de cette tragédie dans un précédent numéro. Et Nicole a voulu, à travers cette catastrophe, présenter Émile Parent, des Contamines, qui lui aussi a été un des premiers guides du village. Et à travers cette avalanche, montrer comment voilà, ce petit guide d'un petit village arrive à s'affirmer au milieu des guides de Saint-Gervais et de Chamonix, et de présenter ce personnage que tu as connu quand il était âgé et qui est un ancêtre de la famille Ronchaille. Voilà. Comme je vous ai expliqué en introduction, j'essaie de maintenir cette page patois. Alors aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de patoisans dans la vallée. Voilà, il y a Firmin, mais le patois est une langue, oui, le patois est un patois forcément, mais comme tout patois, la transcription à l'écrit est difficile en fait. Donc ça appartient à des règles fixées par l'Académie de Conflans, qui sont, voilà, il y a toute une graphie spécifique, avec même des types de lettres un peu spécifiques. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir écrire un texte vraiment complet, avancé en patois du Valmontjoie ou des Contamines de Saint-Gervais. Donc du coup on reprend les travaux d'Hubert Bessa, certains ont été publiés, d'autres non, qui correspondent au sujet du moment. Donc là Hubert a interviewé une dame des Contamines, je ne me souviens plus de son nom mais c'est marqué à la fin, qui raconte l'avalanche de la Combe en 1923 aux Contamines. Donc voilà, ça permet de maintenir un petit peu le souvenir de cette langue ancienne. Donc c'est d'après le récit d'Hortense Mollard. T'as connu Nicole Hortense Mollard? Ben oui, c'était la mère des Molos. Eh ben voilà. Voilà. On revient à Saint-Gervais, donc c'est Jocelyn Clévy, le petit-fils d'Émilien Thuat, qui je l'ai mis au boulot un peu. Il travaille à l'office du tourisme de Passy, mais bon, je l'ai quand même accepté. Et donc je lui ai demandé de nous raconter un petit peu la vie de son grand-père. Donc il a tracé un portrait d'Émilien avec, voilà, qu'on a bien connu. Ouais. Donc il a tracé un portrait d'Émilien sur justement son enfance en alpage, et puis sur ses débuts au garage, sur son premier métier comme aspirant guide, le retour à Plan Glacier, et donc on parle de son frère Hubert, voilà, qui est cousin Hubert qui est parti en montagne. Donc voilà, la vie d'Émilien d'après son petit-fils, et avec quelques extensions sur certains membres de sa famille. Donc effectivement, c'est la photo d'Hubert. Donc il y a un article d'Emma Legrand. Emma Legrand, c'est notre ange gardien. C'est la directrice du patrimoine, on peut le dire. Directrice de la culture. Directrice de la culture à Saint-Gervais. Moi, je la connais surtout à travers le musée des guides de Haute-Tour. Et voilà, elle est venue à certaines réunions du club alors qu'elle est déjà débordée. Elle nous a proposé un article sur les gardiennes de refuge. Donc elle a pris 2 gardiennes de formats différents. Donc Marielle Thuat qui garde leur refuge de Trait-la-Tête et Marie Jacquet, donc la fille de Michel, qui a gardé le refuge de Gramusset et de Plan Glacier. Voilà. Et donc elle raconte un petit peu comment ces femmes ont fait leur place dans le milieu de la montagne, un petit peu leur parcours personnel, les différentes organisations pour la gestion des refuges, la vie en refuge. Donc voilà, c'est une nouvelle plume au sein d'Encouter et c'est un article assez complet. Voilà. Le club alpin de Saint-Gervais, l'esprit d'indépendance. Alors pour l'avant-dernier numéro, voilà, c'est vrai qu'on a fait un numéro sur les refuges et on a très peu, voire pas beaucoup parlé du club alpin. Et c'est vrai que c'est une erreur de notre part. On était
période Covid, chacun travaillait chez soi, même moi j'y ai pas pensé, enfin voilà. Et donc du coup, les anciens bénévoles du club alpin, pas très contents qu'on n'évoque pas un petit peu l'aventure de ce club qui est quand même assez particulier. Et donc ils nous ont fait une grande lettre de doléances. Et donc voilà, les oubliés, vous comprenez un peu le nom du titre, les montagnards oubliés, voilà, on les avait oubliés. Donc je les ai remis au goût du jour. Et d'après la lettre qu'ils m'avaient écrite, ils avaient écrit un petit peu l'histoire du club de Saint-Gervais. Donc j'ai demandé à Étienne Jacquet si je pouvais la réutiliser pour pouvoir faire un article sur l'historique du club alpin de Saint-Gervais. Donc j'ai présenté un petit peu ce club alpin qui a été indépendant, qui a appartenu à la section de Lyon, qui est redevenu indépendant. Il y a eu différents mariages au cours de l'histoire. Je crois qu'il y a même eu un rapprochement avec Paris, alors que Chamonix, c'est plutôt Paris. Le club alpin, comme on le connaît, il a été fondé par Émilien Thuat, entre autres, et donc il est beaucoup plus récent que le club alpin du 19e siècle. Et c'est celui aujourd'hui qui gère certains refuges, comme les conscrits, comme le refuge de Durier. Donc voilà, ils ont toute une équipe de bénévoles qui permet de faire la réfection et l'entretien des refuges. Et il y a aussi une section d'activités. La présidente actuelle, c'est Perrine Corr. Ils ont quand même 250 membres. Et donc, ils font des activités du ski de randonnée à l'escalade, à l'alpinisme, en passant par l'orientation et le canyon. Donc, ça reste un club qui est important dans le milieu des clubs alpins français. Aujourd'hui, l'association nationale s'appelle la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins de montagne. C'est un acteur avec qui nous sommes toujours en conflit, mais qui est quand même un acteur important dans le milieu de la montagne. Voilà, c'est Luc Vautier qui nous propose un article sur Louis Mermoux. C'est un portrait qui est assez intime, en fait, d'après les souvenirs de Serge, où Luc nous raconte un petit peu la vie de Louis, comment les travaux agricoles au Contamine, le diplôme de ski, sa carrière de guide, l'hôtel, la pension, le chalet. Donc à travers le portrait de Louis Mermoux, on voit un peu toute une période touristique du village des Contamines, les hôtels, les moniteurs de ski, les guides, vraiment un âge d'or du tourisme où tout était lié. Et donc merci Serge pour ces témoignages et puis pour les archives. Donc c'est un article intéressant et qui nous permet de rentrer dans le village des Contamines des années 50. Donc un article sur la famille Mollard, on reste aux Contamines. Jean-Marc Bartoli, c'est ton premier article, je ne sais pas où il est Jean-Marc. Il est là, merci. Hein. Nouveau membre, voilà, un jeune. Un intermédiaire, on va dire. C'est son premier article et voilà, il connaît bien la famille Mollard aux Contamines, il est ami avec certains des membres et donc il nous a brossé le portrait de cette famille, notamment des trois frères, Gilbert, Dominique et Philippe, qui eux aussi ont commencé dans un milieu agricole, ont confectionné leur ski, ont découvert le ski grâce au dynamisme des curés de la mairie des Contamines, avec les différents fils-neige au niveau Rhin. Et très vite, les frères Mollard sont devenus des skieurs de référence. Et ils ont appartenu à l'équipe de France de ski. Et ensuite, ils se sont exportés. Ils ont travaillé pour la fédération canadienne, américaine. Et ils sont restés dans le milieu du sport, à tel point que Philippe, maintenant, habite aux États-Unis et il vit là-bas. Et à travers ces trois frères, donc, on a pu intégrer aussi le portrait de Michel, leur quatrième frère, qui lui était moniteur de ski, qui a une carrière moins grande au niveau international et qui a plutôt très vite dévié vers la haute montagne et qui a été un guide important de la compagnie des guides du Val-Montjoie. Donc là, pour finir, ils ont fait il y a une photo d'époque et ils ont refait il y a quelques années la photo sans forcément respecter l'ordre, mais avec les trois frères. Donc voilà, encore une fois, on essaye de
de rendre hommage aux grandes familles de la vallée. Le village des Prats, village important dans le Val-Montjoie, peut-être le seul endroit où il y a un peu de plat, et d'où la plaine des Prats. Et donc du coup, c'est pareil, c'est le premier article de Ruti Châtelard. Châtelard, les Prats, forcément. Et elle a voulu parler un petit peu, faire une enquête un petit peu journalistique, voire ethnographique, d'aller parler avec les différents guides du village. Alors, elle a recréé, elle a interviewé les descendants des guides décédés, notamment un petit portrait de Gilbert Blanc, d'après son fils, Pierre, René Dufay et Pascal Chaplan qui l'a aidé pour pouvoir brosser le portrait de ce guide de montagne. Elle parle de Paul Dujon, donc son épouse encore vivante, elle a pu raconter un petit peu la vie de Paul. Et ensuite, elle a voulu parler des guides et des alpinistes actuels des Prats. Donc il y a Pierre Fontaine, voilà, qui raconte un petit peu... Le petit chien. Il manque le petit chien. Et puis les jeunes, Michael Châtelard, et puis voilà, qui a eu son diplôme de guide il y a quelques années, donc qui raconte un petit peu pourquoi il a voulu faire ce métier. Et puis le petit dernier, Janu Lambert, c'est un descendant broisa du Fouille, et lui qui n'a pas encore passé son diplôme de guide, mais voilà, qui s'oriente vers cette profession et qui raconte quelles sont ses motivations. Alors il est marrant parce que voilà, son père est un grand alpiniste, c'est pour ça qu'il s'appelle Janu, c'est un grand sommet en Himalaya. Alors on lui pose la question, voilà, quels sont les sommets d'avenir à réaliser. Alors il dit, moi j'ai le projet de ma vie, il y a le sommet de ma vie, c'est le Janu, parce que je m'appelle Janu. Alors un jour il va y aller, voilà, il va y aller. Donc une dernière partie où on voulait parler de la montagne, mais on ne voulait pas parler que de la haute montagne. La montagne, c'est aussi un ancrage de terroir, de locaux, d'agriculteurs, de gens qui travaillent sur les chemins. Donc René Bouvier du Bathieu nous présente le balisage du col du Bonhomme. Donc c'est l'historique un petit peu de la Haute-Vallée. Et on parle de pieux, mais pas des pieux sur le Mont Blanc, Jean-Marc. Voilà. C'est une autre histoire de pieux où on voit que nos ancêtres se posaient un petit peu moins de questions. C'était des pieux donc, pour baliser l'itinéraire vers le col du Bonhomme et qui devaient se servir notamment en cas de grand brouillard. Hein, René, c'est bien ça? Brouillard, neige. Et donc une route qui était très importante à l'origine pour l'agropastoralisme. On allait aux foires en Piémont ou en Vallée d'Aoste. Il y avait des échanges qui se faisaient avec les autres communautés. Et ensuite, ça a été un itinéraire développé pour le tourisme. Donc grâce à René et puis au musée de Haute-Tour, on a pu retrouver des photos de pieux en place. On n'avait jamais vraiment fait attention, donc qui montrent bien le balisage. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les avancées, les réticences de la communauté des Contamines face à cette route en fait. Cette route, ce passage du col du Bonhomme, il a toute une histoire depuis la période romaine jusqu'au mandat de M. Sotelli et des projets pour réaliser une route départementale qui ne s'est jamais fait. Donc c'était important que René reparle un petit peu de l'historique de cet itinéraire. Comme je vous ai dit, voilà, les montagnards sont aussi les gens qui vivent sur et par la montagne, donc les agriculteurs. Donc André Garcia nous parle des prés. Alors cette fois-ci, pas du refuge des prés, mais de l'alpage, donc avant le refuge. Donc il évoque, d'après les souvenirs de la famille Rada, donc la vie de Michel et Janine Rada, qui allaient en alpage dans l'ancien refuge des prés, qui était leur chalet avec les vaches. Et donc André nous fait rentrer justement dans la profession d'alpagiste et d'agriculteur, et on revoit toute une vie de nos grands-parents avec les montées en alpage, les vaches, la fabrication du fromage, l'arrivée du tourisme, l'alternance entre agropastoralisme, école de ski. Donc voilà, c'est une mémoire qui est conservée et c'est vraiment super que André ait pu réaliser cet article et que la famille Garcia et la famille Rada aient pu mettre en place, cumuler leurs souvenirs pour pouvoir permettre de voir
l'histoire des contamines sous un autre angle. Et donc notre dernier article, on arrive à 100 pages, j'espère que vous n'êtes pas endormis, mais on y arrive. Donc on rend hommage à Hubert Bessa. Moi, Hubert Bessa, c'est un peu mon mentor. J'ai travaillé avec lui en histoire. On a fait de la montagne ensemble, on a fait pas mal d'apéros aussi. C'était un personnage incontournable des contamines. Ethnolinguiste, il a fait des études de lettres à l'université de Grenoble. Il a travaillé donc sur les noms de lieux dans les Alpes. Il a réalisé une thèse avec Claudette Guermy sur les noms de lieux dans les Alpes. Donc sa maîtrise du patois et sa connaissance des langues anciennes lui a permis donc de pouvoir sauvegarder un peu des souvenirs et le patois savoyard. Et c'est un peu le Charles Joysten des contamines. Il partait à pied interviewer donc, les anciens du village. Et puis ensuite, il a fait la vallée d'Aoste, le Valais suisse. Et donc il avait des enregistrements et il partait à pied. Et il allait boire l'apéro chez les vieux. Et donc il les faisait parler en patois. Et donc des enregistrements, il essayait de retirer les mots, les phrases, pour pouvoir transcrire la langue, le vocabulaire, essayer de rechercher d'où venaient les noms. C'est pour ça qu'il a travaillé sur le latin, sur les langues celtiques, etc. Donc c'est un grand scientifique. Et c'est Firmin Mollard, son ami avec qui il faisait aussi de la montagne, qui voulait parler d'Hubert, qu'on appelait Zub. Donc un article où il relate un peu ses souvenirs et la vie d'Hubert. Donc voilà, on termine. Et Hubert était membre du club Encouter et c'est lui qui a travaillé sur justement toutes ces histoires de patois, de sauvegarde un peu de la toponymie, de la société traditionnelle. Voilà. Micro-toponymie. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur les il a écrit de nombreux livres et notamment ses derniers ouvrages traitent du patois aux contamines. Et ouais, voilà, c'est un peu lourd à digérer, c'est des ouvrages scientifiques, mais c'est passionnant. Voilà la page de garde, on ne change rien. On ne change pas une équipe qui gagne, donc la présentation du numéro de l'année dernière qui a plutôt bien marché. Je vous remercie parce que c'était comme un pari, le sujet et l'icono étaient un peu, sortaient un peu des standards classiques d'Encouter et ça a été un succès.